m'inviter ici. Effectivement, ça fait 1 an que j'ai découvert Dijon et j'ai trouvé la ville super belle, à tel point qu'on est revenu en vacances et qu'on a revisité. Et donc, du coup, c'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir l'occasion de revenir une 3e fois ici pour vous parler de cette nouvelle vision de l'univers. Alors, c'est une nouvelle vision de l'univers que je vais essayer de vous présenter, mais c'est une vision de l'univers qui est basée sur des questions et des questionnements qui sont très anciens, des questionnements qui ont trait finalement à notre origine, à savoir d'où vient l'univers, comment a-t-il évolué, de quoi il est constitué, comment est-ce qu'il va évoluer. C'est une conférence que j'ai ajustée pour un public relativement large. Donc je suis désolée par avance pour les aficionados de l'astrophysique si le niveau est peut-être pas assez détaillé, mais comme j'ai compris qu'il y a un bon moment de discussion après, ça permettra d'aller un petit peu plus profondément sur les concepts que je voudrais vous présenter ici et sur vos questions. Donc des questions sur l'origine de l'univers qui sont en fait et qui ont toujours été inspirées par l'observation des cieux, l'observation du ciel. Vous voyez cette superbe image de la Voie lactée ici, au Mont-Saint-Michel. Et finalement, la réponse à ces questions et ces questions sur l'origine de l'univers continue d'être un va-et-vient entre de la théorie et de l'observation. Pour répondre à ces questions très anciennes sur la vision qu'on peut avoir de l'univers, sur la réalisation d'une compréhension d'un modèle cosmologique, on se place dans un contexte où on essaye de remonter dans le passé le plus loin possible. Et tout le monde sait de nos jours que la lumière a une vitesse finie. Et comme cette vitesse est finie, finalement, observer en termes de distance revient à observer en termes de temps. Donc dans notre jargon, on parle de temps de regard en arrière. Donc on reçoit de la lumière qui a traversé une certaine distance et ça nous permet de remonter le temps. Donc ça nous permet de remonter le temps. Par exemple, les confins de notre système solaire correspondent à 6 heures-lumière, les confins de notre galaxie à 50 000 années-lumière, et les confins des galaxies qu'on observe, de ce qu'on appelle la toile cosmique, on l'appelle la toile cosmique parce que c'est un enchevêtrement de galaxies, nous permettent de remonter à des âges de l'ordre de quelques milliards d'années-lumière. Ces observations qu'on fait, ce sont des observations aussi de la distribution de la matière. Pour comprendre l'origine de l'univers, pour comprendre son évolution, on doit comprendre son contenu, on doit comprendre comment les galaxies se distribuent. Et ce que vous voyez ici, en fait, c'est une distribution, tout le ciel, donc c'est toute la voûte céleste montrée dans une cartographie, un peu comme la surface de la Terre, une projection qu'on appelle une projection Mollweide, où l'équateur de notre voûte céleste est représenté par notre galaxie. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est l'émission de notre galaxie qui finalement masque la lumière des étoiles, des galaxies qui sont derrière. Et donc de la même manière que l'équateur terrestre est son équateur, dans cette projection, que vous reverrez plusieurs fois, la galaxie va être au centre et va partager finalement la voûte céleste en un hémisphère nord et un hémisphère sud. Ce qu'on voit dans cette image, ce sont des points, chaque point est une galaxie, ce sont des points qui correspondent à des observations de galaxies dans l'infrarouge. Les galaxies les plus proches de nous sont en jaune, les galaxies les plus lointaines sont en rouge ou en violet. Et donc ce qu'on voit déjà, c'est finalement une distribution quasi 3D, reprojetée ici, de la distribution de nos galaxies. On voit aussi en fait que finalement, alors que la distribution des galaxies semble relativement homogène, relativement isotrope, c'est-à-dire un peu pareil quand on regarde à grande échelle et sans vraiment de différence entre des orientations, donc pas d'anisotropie, on voit néanmoins, quand on regarde un petit peu plus, à plus petite échelle, qu'il y a des zones où les galaxies sont assemblées en amas, ce sont des nœuds qui sont la convergence de filaments, comme on le voit ici, et on voit des zones qui sont vides, alors pas complètement vides, mais en tout cas dans lesquelles il y a très très peu de galaxies. Et on appelle cette distribution en nœuds, en filaments. Quand on regarde la distribution des galaxies en 3D, en fait les filaments sont projetés et ce sont des vrais feuillets, des murs 3D de galaxies. On appelle ça la toile cosmique. Donc la distribution, la cartographie de cette toile cosmique, c'est
une des premières informations qu'on peut avoir sur l'univers tel qu'il nous entoure, et c'est une cartographie des galaxies et de notre univers jusque quelques milliards d'années-lumière. Mais cette cartographie ne nous suffit pas, n'est pas suffisante pour comprendre comment a été l'univers et du coup quelle est son origine. Pour répondre à ces questions, on essaye d'aller encore plus loin dans le passé de l'univers, on essaye d'observer l'univers dans sa cartographie ultime, c'est-à-dire l'information ultime qu'on peut obtenir à travers les photons, et c'est le fond diffus cosmologique. C'est vraiment la limite ultime que nous, astrophysiciens, on a à notre disposition pour comprendre l'univers. Alors en réalité, quand on regarde le fond diffus cosmologique, et je vous parlerai un peu de sa physique après, on ne voit pas l'image que vous avez l'habitude de voir, la superbe image de Planck en motif léopard. Ce qu'on voit en réalité en micro-ondes de l'univers, c'est cette image-là. Encore une fois, notre galaxie et l'émission de la galaxie qui finalement domine l'essentiel de notre univers avec des zones très petites à ces fréquences-là qui correspondent à des zones vides de notre émission de galaxies et qui sont finalement les traces du fond diffus cosmologique. Pourquoi c'est cette image qu'on a en réalité quand on observe le ciel dans le micro-ondes? C'est tout simplement parce que, comme lorsqu'on observe un paysage de montagne, on a une succession d'images à différents plans, au premier plan la vache, au deuxième plan le chalet, au troisième plan les montagnes. Quand on observe le ciel, quand on est nous au centre, alors désolé pour cet anthropocentrisme, au centre de cette voûte céleste, ici, avec notre télescope, le télescope Planck, on observe le ciel à travers différents avant-plans astrophysiques. On observe le ciel à travers notre galaxie d'abord, et c'est pour ça que vous voyez la galaxie s'étendant pratiquement sur tout le ciel. Elle s'étend aussi sur tout le ciel en micro-ondes parce qu'elle est remplie de poussière et cette poussière émet dans le micro-ondes et dans l'infrarouge. Mais on traverse aussi, en fait, les photons traversent aussi des amas de galaxies qui vont changer la luminosité du fond diffus cosmologique en modifiant sa température. On traverse un avant-plan de galaxies qui se sont formées, dont on observe l'émission infrarouge ou millimétrique ou micro-ondes. On traverse la distribution de matière noire qui va déformer notre fond diffus cosmologique et on arrive effectivement tout au bout, au dernier plan de notre image, à l'observation du fond diffus cosmologique. Et donc, on a devant nous un problème qui est que nous, on veut obtenir la toute dernière image de l'univers et pour s'affranchir de ces avant-plans, on fait ce qu'on appelle de la séparation de composantes. C'est-à-dire qu'on observe à différentes fréquences, de 30 GHz jusqu'à 900 GHz dans le cas de Planck, donc 9 fréquences. Chacune de ces fréquences correspond à l'observation du ciel et chacune de ces fréquences va être un traceur privilégié d'un des avant-plans dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce que vous pouvez deviner déjà, c'est que quand on est à des fréquences très élevées, 900, 500 ou 600 ou même 350 GHz, notre ciel est rempli par l'émission de notre galaxie parce que ce sont des émissions liées à ces poussières dans la galaxie qui absorbent la lumière des étoiles et la réémettent dans l'infrarouge et dans le millimétrique qui sont ces longueurs d'onde-là. Quand on observe à très basse fréquence, enfin très basse, tout est relatif, mais à basse fréquence pour nous en tout cas, 30 GHz et 44 GHz, on voit la trace d'une émission de notre galaxie, mais qui cette fois-ci correspond à de l'émission radio, en fait à l'émission correspondant aux particules ionisées à l'intérieur de la galaxie qui vont spiraler dans des lignes de champ qui remplissent notre galaxie et qui vont émettre en radio. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a quelques fréquences privilégiées dans lesquelles l'émission de la galaxie est relativement faible et dans lesquelles finalement les petites taches qu'on observe sont le fond diffus cosmologique. Alors en réalité, ce qu'on fait d'un point de vue mathématique, c'est qu'on va faire un mélange pondéré utilisant différents modèles physiques
de chacune de ces composantes. Et cette séparation de composantes dont j'ai parlé tout à l'heure aboutit à la réalisation de cette carte-là, nettoyée de toutes les composantes d'avant-plan. Cette carte-là, c'est donc l'émission du fond diffus cosmologique. C'est l'émission de la toute première lumière de l'univers quand il était âgé d'environ 380 000 ans. Pour aller un tout petit peu plus loin et savoir pourquoi cette émission se relevait, cette cartographie de l'univers quand il était plus jeune, et ce qui nous apprend le plus sur l'univers dans sa prime enfance, il faut parler un petit peu de deux processus physiques que je vais aborder ici et qui sont finalement le pourquoi du comment du fond diffus cosmologique. Donc, le fond diffus cosmologique, c'est finalement l'émission de photons lorsque l'univers est devenu transparent. C'est pour cette raison que je parle de ces deux mots-clés, découplage et transparence. Dans le modèle traditionnel que tout le monde connaît maintenant de l'histoire de l'univers, on sait que notre univers a eu pour origine, ou en tout cas début plutôt qu'origine, une phase dans laquelle il était très dense, il était très chaud, et donc dans une phase dans laquelle il était ionisé. C'était un plasma de protons, d'électrons, et ces protons, ces électrons interagissent avec les photons, avec la lumière. Quand la lumière est dans un plasma, on parle de couplage. Et tout ce qui va arriver aux photons va arriver aux photons. Tout ce qui va arriver aux électrons, aux protons, donc à la matière, va arriver aux photons. Ce couplage, qui est un couplage très fort, va avoir pour conséquence que lorsque l'univers va s'expandre, que sa température va décroître, que la température va être assez basse pour que les électrons et les protons se couplent pour former des atomes essentiellement d'hydrogène, mais aussi d'hélium, il va se passer ce qu'on appelle une transition de phase, c'est-à-dire que l'univers va passer d'un état ionisé et chaud à un état graduellement, mais la partie graduelle est relativement rapide, à un état neutre. L'univers s'expand, la température décroît, les électrons-protons se rassemblent. D'un autre côté, l'univers s'expand et donc le chemin parcouru par les photons est de plus en plus grand. Et au découplage, au moment où les photons et la matière se découplent, parce qu'il n'y a plus ou quasiment plus d'électrons et de protons, alors les photons qui, pendant tout ce temps, étaient piégés dans le plasma, se détachent en quelque sorte et traversent l'univers jusqu'à nous arriver. Donc ce qu'il faut réaliser ici, et qui est vraiment super génial, c'est que ces photons-là, qui étaient piégés dans cette matière primitive, vont garder du coup les traces de toute l'histoire de l'univers pendant ces 380 000 ans, et en particulier les traces de son origine et de sa prime enfance. En particulier, ces photons sont des traceurs des perturbations de matière. On sait que l'univers, au tout début, avait des toutes petites perturbations d'énergie générées par ce qu'on appelle un champ d'inflation. Ces toutes petites perturbations d'énergie, qui se traduisent par des perturbations de matière, sont en fait les graines des galaxies qu'on voit aujourd'hui. Ces perturbations d'énergie et donc de matière, pendant la période de couplage dont je parlais tout à l'heure, étaient telles que ces perturbations contenaient en même temps de la matière et des photons. Et les photons ont ce petit aspect facétieux qui fait que ce sont des éléments qui vont avoir tendance à augmenter la pression, là où la matière, par effet de collapse gravitationnel, va avoir tendance à se regrouper. Et donc on se retrouve dans un cas d'oscillation où à chaque fois qu'il y a de la matière dans des perturbations, cette matière qui a tendance à tomber pour former les structures, former les galaxies, va être contrée par des photons et va créer ces oscillations. Cette période d'oscillation va donc correspondre à des phases de contraction qui sont chaudes et denses, des phases d'expansion qui sont moins chaudes et qui sont
aussi denses mais un peu moins denses que les premières, et qui vont continuer à être alimentées par la gravité, et ce, pendant toute la période où on a un couplage entre les photons et la matière. Mais à partir du moment où on a le découplage, c'est-à-dire à partir du moment où on reçoit les photons se détachent de la matière, ces oscillations s'arrêtent. Elles s'arrêtent, mais elles sont figées parce que les photons gardent en mémoire l'état dans lequel ils étaient au moment où ils se sont échappés. Et donc, ce qui va être super génial, c'est que ces oscillations qui vont être figées dans l'univers et qu'on va voir vont nous raconter quelle est la quantité de matière qui a essayé de tomber, quelle est la quantité de photons qui a essayé de contrer, quelle est la vitesse avec laquelle les structures se sont formées. Ces perturbations, ces fluctuations de température, ces photons vont nous raconter, vont nous révéler le contenu et l'évolution de l'univers. Et pour faire dire tout cela, eh bien, il faut observer de nouveau, regarder le ciel et regarder toutes les échelles, toutes les tailles des perturbations, des anisotropies de température. Ça a été fait pendant une longue période. Vous voyez ici en fait la succession des différents satellites, COBE qui a regardé les échelles les plus grandes, WMAP qui a regardé les échelles du fond diffus cosmologique intermédiaire, et Planck qui a regardé les échelles les plus petites. De nos jours, il y a un grand nombre de télescopes au sol, essentiellement aux États-Unis, qui observent des échelles encore plus petites. Vous voyez, 2 arcs-minutes par rapport à 5 arcs-minutes. Et je vous ai rappelé ici la taille de la pleine Lune, qui est de l'ordre de 1,5 degré, à comparer avec les tailles dont on est en train de parler. Alors pourquoi il est important de regarder toutes ces échelles ? Parce que chacune de ces échelles va nous raconter une ère, une phase de l'histoire de l'évolution de notre univers. Mais pour comprendre ce que chacune de ces échelles va nous raconter sur l'histoire de l'univers, il faut analyser cette image, analyser ce signal. Et du coup, je fais un tout petit intermède sur l'analyse du signal. Donc, on appelle ça une analyse en mode de Fourier dans le jargon habituel. Et en fait, ça consiste finalement à essayer de décomposer ce signal total qui est noir en ses différentes composantes. Et ces composantes sont telles qu'il y a un signal vert qui a un mode basse fréquence avec un mode petit en termes de K, des modes de taille intermédiaire en bleu et des modes très haute fréquence en rouge. Donc en analyse en Fourier, on a le signal principal et sa décomposition va permettre d'identifier quelle est la taille de la longueur d'onde de ce mode basse fréquence, quelle est la taille de la longueur d'onde du mode haute fréquence et du mode intermédiaire, et aussi quelle est son amplitude. Et on voit effectivement que l'amplitude est élevée, ce qu'on voit ici, que l'amplitude du signal très haute fréquence est plus élevée que celle du mode intermédiaire, et donc on peut savoir de quoi est formé notre signal. Un mode grande longueur d'onde, très haute amplitude, un mode intermédiaire à intermédiaire amplitude et un mode très haute fréquence à plus haute amplitude. Cette analyse du signal à 1D, une dimension, donc voilà, c'est une seule dimension, peut être faite à peu près de la même manière avec des outils équivalents ou en tout cas similaires qu'on appelle les harmoniques sphériques. Donc il s'agit d'un outil qui est équivalent au transformé de Fourier, mais qu'on peut appliquer sur une sphère. Et donc ici, il s'agit de décomposer l'image de notre sphère en ses différents modes, c'est-à-dire en ses différentes échelles angulaires. Chaque mode peut être associé à une échelle angulaire, et ce qu'on voit effectivement, c'est que en décomposant les différents modes L de 1, 2 jusqu'à vachement beaucoup, en fait jusqu'à quelques milliers, on explore le signal depuis ses plus grandes échelles jusqu'à ses plus petites échelles. Et ce qu'on veut savoir, ce n'est pas uniquement combien de modes il y a, on veut savoir quelle est l'amplitude
dans ces modes, c'est-à-dire qu'on veut voir quelle est la force du signal à chacune de ces modes, et ce qu'on fait en fait, c'est qu'on calcule une quantité mathématique qu'on appelle un spectre de puissance angulaire, où on a ici l'amplitude, où on a ici les modes, et chaque mode est associé à une taille. Et vous voyez bien, effectivement, les petits modes sont associés aux grandes échelles angulaires, donc on voit les grandes vagues dans cette image. Les échelles intermédiaires nous donnent les vagues intermédiaires qui sont les plus fréquentes dans cette image, de l'ordre de 1 degré. Et ce qu'on voit, ce sont toutes les petites échelles aux modes les plus élevés qui décroissent et qui s'amenuisent, ce que vous ne voyez pas ici, mais enfin qui s'amenuisent au fur et à mesure. Une fois qu'on a décomposé notre signal, il s'agit de décrypter et de comprendre ce qui nous apprend sur notre univers. Et pour ce faire, on a des théories qui ont été développées, qui justement partent des principes physiques que je vous ai très brièvement décrits, à savoir dans l'univers il y a de la matière, il y a des photons. Ces deux quantités sont couplées, elles évoluent avec un univers qui s'expand, leur température décroît, il y a la croissance des perturbations, il y a les oscillations, tout ça est notre modèle cosmologique qui a des paramètres et dont les paramètres peuvent être variés, comme ici la quantité de matière totale, et ce qu'on voit c'est l'effet de la variation de ce paramètre sur un spectre de puissance angulaire théorique. Vous reconnaissez bien les différents pics qui sont les pics des oscillations dont je vous ai parlé, les oscillations acoustiques correspondant à l'évolution de l'univers. Et pour déterminer finalement le contenu de l'univers et ses caractéristiques, on fait ce qu'on appelle une inférence bayésienne, c'est-à-dire qu'on essaye d'explorer tous les paramètres du modèle pour savoir quels sont ceux qui permettent le meilleur ajustement aux données. Et par exemple, si on suppose que notre univers est fait uniquement de matière ordinaire, voilà ce que notre modèle nous dirait. Il nous dirait il y a un seul pic qui correspond à la quantité de tâches, donc de modes, dans l'image. Et vous voyez bien que ça ne correspond absolument pas parce qu'on voit qu'il y a un certain nombre de pics qui ne sont absolument pas reproduits. Donc on essaye de complexifier notre modèle en rajoutant à la matière ordinaire de la matière noire. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça marche un peu mieux. On voit un pic principal, on voit un pic secondaire, un pic tertiaire. Mais finalement, la partie plate à très grande échelle n'est pas bien reproduite. On n'a pas assez de pics secondaires. Et donc, ce modèle n'est pas le modèle de notre univers. On rajoute une autre composante, la composante d'énergie noire. Et là, on voit en bleu ici, avec cette troisième composante, qu'on a effectivement quelque chose qui commence à ressembler de manière phénoménologique à notre modèle. On a un plateau, on a un pic principal, on a des pics secondaires et on a une décroissance. Et là, on tient le bon bout parce qu'on a les composantes principales qui permettent de décrire l'univers. Et la seule chose qu'il s'agit de faire maintenant, c'est de faire varier tous les paramètres de telle sorte à ce qu'on puisse ajuster. Et c'est ce qu'on fait en réalité, c'est ce qu'on a fait dans le cadre du satellite Planck. Donc on a fait varier les paramètres sur des quantités très très importantes, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de tests sur un ensemble de paramètres, jusqu'à arriver à ce que la courbe bleue qui correspond à notre modèle ajuste parfaitement nos données, ce qui nous permet de déterminer quelles sont les différentes fractions des différents constituants de l'univers. Et on arrive à une constitution qui est pour le moins un peu perturbante en tout cas, parce que finalement, notre analyse cosmologique nous dit qu'il n'y a qu'environ 5% de matière ordinaire. C'est la matière qui fait les atomes, l'hydrogène, l'hélium, les éléments lourds, les molécules, donc grosso modo, nous, la vie, les protéines, tout ça.
C'est aussi celle qui fait les étoiles, les poussières, le gaz dans les galaxies, donc tout ce qu'on observe en tant qu'astrophysicien, l'émission X du gaz, les étoiles dans les amas globulaires, les galaxies, tout ça c'est de la matière ordinaire, mais qu'en fait ces 5% ce sont vraiment le haut de l'iceberg, puisque tout le reste nous est inconnu, tout le reste correspond à des constituants qui ont été postulés, qui sont nécessaires dans le cadre du modèle, mais dont pour l'instant on ignore la nature profonde. Alors bien entendu, il y a la matière noire, c'est un ingrédient qui a été postulé dès les années 1930, et essentiellement pour expliquer ceci, la courbe de rotation des galaxies, pour expliquer le fait que les vitesses orbitales des étoiles dans une galaxie devraient tomber parce qu'il n'y a plus de matière dans la queue, quand on s'éloigne du centre de la galaxie, mais qui, de manière observationnelle, ne tombent pas. Elles sont relativement constantes, donc les vitesses mesurées sont relativement constantes, comme s'il y avait encore de la matière loin du centre galactique. De la matière qu'on ne voit pas, puisque quand on mesure et qu'on regarde dans l'optique, dans l'infrarouge, dans l'UV, eh bien on ne la voit pas. Donc cette première hypothèse de dire il y a de la matière sombre, de la matière cachée, vient directement de l'explication de cette observation. Mais il y a de nombreuses observations qui nécessitent en fait la matière noire, la formation des galaxies. On ne peut pas former des galaxies depuis les toutes petites perturbations dont j'ai parlé et qui sont celles de l'inflation jusqu'à aujourd'hui si on n'a pas de matière noire. On n'arrive pas à former assez vite les galaxies. On a besoin de la matière noire pour expliquer l'observation des lentilles gravitationnelles, l'émission du gaz dans les amas, l'émission X du gaz dans les amas. Et la deuxième grande inconnue du modèle cosmologique, qui est aussi un constituant essentiel, est l'énergie noire. Donc c'est un ingrédient qui est nécessaire pour expliquer l'accélération de l'expansion qui a été observée par le fait que la lumière des supernovae distantes est plus faible, mais anormalement plus faible que dans un cadre d'un univers avec une expansion standard classique. Pour expliquer la décroissance de la lumière, de la luminosité des supernovae lointaines, il faut supposer qu'il y a une accélération de l'expansion, que les distances s'étendent de plus en plus vite, et c'est pour ça que, en fait, a été postulée l'énergie noire. En réalité, on pourrait même dire qu'elle a été postulée dès les années 1920 par Einstein, qui, quand il a introduit sa constante dans l'équation de la fameuse équation d'Einstein, sa constante cosmologique, était une formulation de l'énergie noire. Alors, je vous ai parlé essentiellement du fond diffus cosmologique, donc ce qui nous donne en fait une information sur un point de départ. Avant, c'était opaque, la lumière ne se déplaçait pas, l'univers devient transparent, et on voit ici les traces sur le fond diffus cosmologique des petites perturbations qui vont donner ces galaxies que l'on voit aujourd'hui. Cette évolution dans le temps, elle est essentiellement menée, gérée, générée par la gravité, par le fait que les perturbations vont rassembler de plus en plus de matière et vont finir par former des galaxies, des vides, des filaments, des nœuds et des amas de galaxies. Et ce sont finalement ces observations aujourd'hui qui vont nous apprendre le plus sur l'univers noir, sur cette grande inconnue, en particulier l'énergie noire, qui correspond à la quantité majoritaire de l'énergie dans l'univers et qui explique sa dynamique. Cette distribution des galaxies va être critique pour comprendre cet univers noir, et c'est l'un des objectifs du satellite Euclide, qui est le satellite qui a pris finalement le relais par rapport à Planck. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre l'univers noir? Comment est-ce qu'on peut savoir quelle est la nature de cette énergie qui fait que l'univers est en expansion accélérée? On peut le faire de deux manières. La première est d'essayer de caractériser le taux d'expansion de l'univers. Le taux d'expansion, c'est
la vitesse avec laquelle l'univers s'expand en fonction du temps. Et à partir du moment où on dit en fonction du temps, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il faut mesurer à différentes époques la séparation de galaxies et essayer de trouver, je ne sais pas si vous le voyez ici, dans cette séparation des galaxies, une distance étalon, vous voyez peut-être, il y a des cercles ici, qui correspondent à un miroir des oscillations acoustiques dont je vous parlais. Donc les oscillations acoustiques qui sont critiques parce qu'elles nous racontent l'histoire du début de la formation des objets et la compétition entre la gravité et les photons, est figée dans l'observation du fond diffus cosmologique, mais elle est aussi figée dans la distribution des galaxies. Parce que ces oscillations, là où il y aura plus de matière, vont avoir plus de galaxies, et là où il y aura moins de matière, vont avoir moins de galaxies. C'est une image d'artiste ici. En réalité, quand on observe le ciel, on ne voit pas des grands cercles avec des galaxies un peu partout, mais c'est juste pour figurer que ce qu'on va chercher, c'est d'essayer de mesurer la distance de paires de galaxies pour voir s'il y a une distance caractéristique. Et cette distance caractéristique, c'est celle-ci. On appelle ça les oscillations acoustiques baryoniques, et ce sont l'équivalent des pics que l'on voyait dans le spectre de puissance du fond diffus cosmologique. Ici, les pics que l'on voit dans la distribution des galaxies. Et donc, de la même manière qu'en analysant le fond diffus cosmologique, on a ce spectre de puissance avec les pics acoustiques qui correspondent à ces oscillations, quand on analyse la distribution des galaxies, on a un équivalent, un spectre de puissance de la matière, dans lequel on recherche ces pics acoustiques qui ont été observés dans les années 2007 et réobservés avec beaucoup plus de précision à différents décalages spectraux, c'est-à-dire à différentes distances. Ici, ça a été observé avec des galaxies qui étaient relativement proches de nous, et ici, des galaxies de plus en plus lointaines, pour confirmer effectivement que l'on voit bien sur la distribution des galaxies l'aspect de ces oscillations figées dans le temps et qui modulent la distribution des galaxies. Alors, ce qu'on peut faire avec cette mesure, c'est effectivement donc mesurer le taux d'expansion que l'on voit ici, c'est-à-dire l'efficacité avec laquelle l'expansion va fonctionner en fonction du temps. Et ce qu'on peut voir, c'est comment, avec des vraies mesures de vraies galaxies observées de nos jours, donc ce sont des résultats qui sont tout récents, qui datent du début, du début 2024, voire il y a 2 semaines, donc avec le relevé DESI, on voit avec cette population de galaxies, parmi des galaxies observées avec un télescope au sol, 6 millions d'entre elles, une mesure du taux d'expansion calculée sur 11,9 milliards d'années. L'âge de l'univers est environ 14, donc là on remonte vraiment très très loin. Une mesure qui est faite avec une très très belle précision de l'ordre de 0,5% et qui montre, ce que vous voyez ici, ce petit trait en pointillé qui finalement s'écarte de la ligne droite, indique qu'il y a une preuve, ou en tout cas une indication, que l'expansion de l'univers ne correspond pas à ce à quoi on s'attendrait dans un univers le plus simple où l'expansion accélérée serait expliquée par la constante cosmologique. Dans l'univers cosmologique le plus simple, il est admis que cette expansion accélérée de l'univers est liée à la constante cosmologique d'Einstein, et ces premières indications qui tendent à montrer qu'en fait ça n'est pas le cas, d'abord méritent définitivement d'être confirmées, mais si elles étaient confirmées, ce serait une révolution, parce que cela voudrait dire qu'il faut modifier notre compréhension de la physique pour essayer d'expliquer une matière ou un champ d'énergie dont la force est essentiellement répulsive
et qui interviendrait à un âge ou une ère précise de l'histoire de l'univers. Et donc ici, en fait, chacun de ces carrés correspond à des galaxies de plus en plus lointaines, depuis les galaxies qu'on trouve communément dans nos amas de galaxies, jusqu'aux embryons de galaxies à très grand redshift. Et à chaque fois, ce que vous voyez ici, c'est la mesure de cette distance, de cette échelle caractéristique, de cet étalon qui est BAO, les oscillations acoustiques baryoniques, désolé, j'ai le mot en anglais, que l'on voit à chacune des époques de l'évolution de l'univers. Il existe une deuxième manière pour répondre à la question de l'expansion accélérée de l'univers, comprendre quelle est l'énergie noire. Cette deuxième approche, cette deuxième méthode observationnelle consiste à essayer de rechercher, de détecter un ralentissement du rythme de croissance des structures de la toile cosmique. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, la gravité a tendance à rassembler les objets, mais l'expansion accélérée de l'univers, elle, va avoir tendance à étirer les distances et donc à faire que la croissance des objets va être ralentie par cet étirement des distances. Et donc il s'agit de trouver cette trace du ralentissement, et la meilleure manière de le faire, c'est de mesurer, encore une fois, à différentes époques, parce qu'on essaye de voir le rythme de croissance, les effets opposés de la gravité et de l'accélération de l'expansion sur ce qu'on appelle l'effet de lentille gravitationnelle. Alors, l'effet de lentille gravitationnelle, c'est un effet qu'on peut voir, en tout cas communément, dans une expérience à la maison, quand on prend un verre à vin, et où on met une petite lumière en dessous, et on peut voir de la magnification, enfin la lumière qui est beaucoup plus forte. On peut voir des images virtuelles, celle-ci, et on peut voir des arcs. L'effet de lentille gravitationnelle, en fait, c'est une des preuves de la relativité générale et de la nécessité de la matière noire. Et il est caractérisé ici par ce schéma. Je ne sais pas non plus si vous voyez bien, mais dans la relativité générale, une masse, une densité va avoir tendance à déformer l'espace-temps. Donc c'est ce qu'on voit ici. Si on a un quadrillage qui correspond à l'espace-temps normal, dans un univers plat et sans relativité générale, ce quadrillage va être un quadrillage carré, et la lumière va se déplacer en ligne droite et donc suivre chacune de ce qu'on appelle les géodésiques. En relativité générale, dès que vous posez un objet massif sur cette trame de l'univers, ce qui va se passer, c'est que vous allez la creuser, en fait, tout simplement, c'est ce qui se passe ici, et en la creusant, vous allez la déformer. Et là où les photons de notre galaxie arrivaient avant sur Terre ou sur notre télescope en ligne droite, eh bien, ils vont être défléchis, distordus, ils vont suivre les déformations de cette trame, de cet espace-temps, et ils vont nous arriver de deux ou de plusieurs zones, plusieurs directions. Ici, ce qui va déformer l'espace-temps, c'est un amas de galaxies. C'est pas mal lourd, donc il faut au moins ça. Ce qu'on va observer, c'est une galaxie qui est derrière. Et en fait, ce qu'on va avoir à la fin, c'est l'observation de deux images virtuelles de notre galaxie. Parce que quand on regarde, on reçoit les rayons lumineux de différentes directions, et donc on va voir les rayons lumineux qui correspondent à ce trajet. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué, mais voilà. On peut voir ça différemment. Imaginez ce quadrillage, on met un amas de galaxies, et ce qu'on voit en fait en projection, c'est en même temps un étirement, et ce qu'on voit aussi, en fait, ce sont des images virtuelles qu'on ne voit pas ici parce que l'expérience n'est pas complètement extrême. Et ce smiley, c'est l'impact réel d'un amas de galaxies sur une galaxie d'arrière-plan qui est observé très communément. On observe ça maintenant
depuis des télescopes au sol. On observe ça depuis le Hubble Space Telescope sans aucun souci. Et on appelle ça l'effet de lentille gravitationnelle. On l'appelle aussi l'effet de lentille gravitationnelle fort, parce que là, on voit des effets très, très extrêmes. Hein. Vous voyez l'arc gravitationnel qui est immense. Vous voyez des images virtuelles. Mais ce qui va nous intéresser pour comprendre l'univers, ce n'est pas tant ces cas vraiment très, très spécifiques et super rigolos et intéressants. Ce qui va nous intéresser, c'est un autre effet. C'est ce qu'on appelle l'effet de lentille gravitationnelle faible. Faible pourquoi? Parce que là, cette fois-ci, il ne s'agira pas de voir des images virtuelles et de méga grands arcs. Il s'agira de voir comment les galaxies qui sont ici sont déformées, comme ici, par la présence de matière entre elles et nous, les observateurs. Donc on part de là, c'est nos galaxies d'arrière-plan, on a de la matière, c'est la distribution de la matière dans l'univers. À chaque fois que vous avez un point blanc ou bleu clair, ça veut dire qu'il y a énormément de matière. Et ce que vous voyez, c'est qu'à chaque fois que vous avez énormément de matière, vous avez une déformation des galaxies qui étaient bien rondes et bien jolies et qui du coup sont étirées, deviennent elliptiques, qui changent de forme, qui sont distordues. Et c'est ça qu'on va essayer de mesurer. Mesurer la distorsion, la déformation des galaxies et comparer cette distorsion, cette déformation à des théories. Une théorie où l'univers est très structuré, c'est-à-dire dans lequel il y a énormément de matière noire très très rapprochée l'une d'elles. Une théorie dans laquelle l'univers est dilué, c'est-à-dire pas beaucoup de matière noire et très espacée l'une de l'autre. Et on va essayer, encore une fois, de faire de l'inférence bayésienne pour trouver quel est le modèle qui marche le mieux. Là encore, ça a été fait, en tout cas, on a des premiers résultats aujourd'hui, avec un certain nombre de relevés. Le tout premier relevé qui a réussi à faire cette mesure, c'est très 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 compliqué à faire, hein, parce qu'il faut mesurer statistiquement la déformation des galaxies, ce qui sous-entend comprendre comment les galaxies sont, comment elles se distribuent, quelle est leur forme ab initio. Et le tout premier instrument et la toute première équipe qui a fait ça, c'est une équipe française du CFHTLS à l'Institut d'astrophysique de Paris, pas mon institut, à Paris. Et ça a été vraiment quelque chose de super. Et depuis, de nombreuses équipes ont continué. Et là, vous avez les résultats obtenus en 2022 parmi un certain nombre d'autres, qui correspondent à 100 millions de galaxies. Donc on regarde 100 millions de galaxies pour regarder la déformation. On a besoin énormément parce que les déformations sont très très petites. Elles sont inférieures au %. Sur 4000 degrés du ciel. Et vous voyez à chaque époque de l'univers cette mesure qui permet aujourd'hui justement de contraindre les paramètres cosmologiques et qui malheureusement, contrairement à ce que je vous montrais tout à l'heure, n'arrive pas à nous informer sur la nature de l'énergie noire, à savoir ces résultats sont essentiellement compatibles avec une constante cosmologique. Et donc là, on est dans une tension entre des mesures qui nous disent une chose et d'autres qui nous proposent un autre modèle. Alors on a fait ça, on continue de le faire au sol, mais en fait, vous voyez bien, hein, c'est hyper compliqué quand on regarde à travers un télescope. Il y a l'atmosphère, il y a les perturbations. Quand on regarde avec le Hubble Space Telescope, on a des toutes petites tailles. Or, il nous faut des très très grands nombres de galaxies. Et donc, pour répondre à cette question, savoir comment l'univers s'expand et pourquoi il s'expand de manière accélérée, Euclide, le satellite de l'Agence spatiale européenne, a été lancé en juillet 2023. En 6 années, Euclide va faire un relevé de plusieurs milliards de galaxies sur 15 000 degrés carrés. Vous voyez ici en grisé la zone du ciel que va observer Euclide. Et sans surprise, Euclide va éviter notre galaxie. Parce que si on regarde à travers notre galaxie, pour voir des galaxies, leur distorsion, leur déformation, là c'est raté d'avance. Donc on va observer le ciel propre pour les cosmologistes, observer jusqu'à des distances de l'ordre de la dizaine de milliards d'années-lumière et créer une image 3D de la reconstruction de la distribution des galaxies. On fait ça, on va faire ça.
avec un instrument qui a un champ de vue 160 fois plus grand que Hubble. Le champ de vue, c'est la portion du ciel qu'on voit en instantané quand on tourne un télescope, 160 fois plus grand que Hubble. Ici, l'idée, ce n'est pas de dire c'est plus grand que parce qu'il faut que ce soit plus grand, parce qu'on veut être les plus forts, les plus machin. C'est vraiment hyper important parce que ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, l'efficacité d'observation est grande. En 160 fois plus grand que Hubble, on couvre à un temps équivalent une surface du ciel beaucoup plus grande et on est beaucoup plus efficace. On va observer avec deux instruments, un spectromètre infrarouge, NISP, qui a 64 millions de pixels, et une caméra dans le visible avec 604 millions de pixels, qui est un record pour l'imagerie. Et j'ai voulu vous montrer ces images avec des personnes à côté pour vous montrer la taille de l'instrument. Donc ça, c'est l'instrument VISE, et ça, c'est la caméra. Donc ça, c'est la caméra avec laquelle on observe. Et ça, c'est le spectromètre infrarouge. Vous voyez ici la partie des détecteurs du spectromètre infrarouge et vous voyez la grosse bête. Et ce que vous voyez ici, en fait, c'est le satellite en fait, intégré qui a été testé à Thales Alenia Space. Il a été testé aussi à l'ESA. Et là, vous voyez la taille du satellite par rapport à des êtres humains. Il fait 4,7 m de haut et 3,7 m de large. Et c'est par ici qu'il observe. Donc les télescopes primaires et secondaires sont ici. Et tout ce que vous avez ici, en fait, ce sont de la protection pour éviter que les lumières parasites rentrent à l'intérieur du télescope. Et pourquoi on fait ça? Alors bon, on fait ça, on a fait Euclide, parce que ce qu'on veut, c'est passer de ces images-là, qui sont les images des plus beaux télescopes au sol pour faire notre science, à ces images-là. Ce sont exactement les mêmes champs. Et ces images, ce sont des images qui ont été obtenues 2-3 heures après qu'on ait ouvert les télescopes et pris les données. C'est pour cette raison en fait, que vous voyez des défauts. Vous voyez ici des cosmiques, vous voyez des défauts, ce sont des images brutes. Mais malgré cela, et malgré le fait que ce soit des images brutes, vous voyez la qualité nettement supérieure des images. Vous voyez ici cette espèce de tache bizarroïde qui en fait est une galaxie spirale merveilleuse. Vous voyez des galaxies sur la tranche. Chaque point ici est une galaxie. Ça, ce sont des étoiles. Et grâce à cet instrument, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire des mesures de forme les plus précises avec 10 fois plus de galaxies sur 4 fois plus de surface que ce qui a été fait précédemment, et des distributions 3 dimensions de galaxies avec 5 fois plus de galaxies et observées beaucoup plus loin. Je vous parlais de 5 millions, je vous parlais de 10 millions. Là, on va faire de la mesure de forme avec quelque chose comme 1 milliard de galaxies, et on va faire de la distribution 3D avec quelque chose comme 10 millions de galaxies. Ou 30, je ne me rappelle plus. C'est un relevé, c'est-à-dire qu'en fait, on va regarder tout le ciel, vraiment. Et ce que vous voyez ici, c'est justement tout le ciel. Et ce qui est super joli, c'est que c'est tout le ciel tel que le Planck l'a observé. Donc vous reconnaissez ici la poussière de notre galaxie. Et ce que vous voyez, c'est 1%. Ce 1% qu'on voit étalé ici, c'est le 1% dans lequel on voit bien la poussière galactique, qui est assez embêtante, mais dont on va savoir se défaire, et qui correspond à 660 tuiles. Alors j'appelle ça tuiles, je ne sais pas trop comment ça s'appelle en français, mais des tuiles, en fait, ce sont notre caméra visible, là, qui était très grande, elle regarde en tuiles. Et donc vous voyez une tuile, et vous voyez la taille de la Lune par rapport à la tuile. Donc c'est 260 tuiles, 500 fois la Lune. Et c'est une observation qui a pris 2 semaines pour 1% du ciel, qui résulte en 14 millions de galaxies parmi 100 millions de sources. Et ce que vous voyez ici, c'est une succession de zooms x2, x3, x12, x36, où on voit un amas de galaxies, x150, x600, où on voit le détail des galaxies en tant que telles. Ça, c'est ce qu'on va avoir, enfin en tout cas c'est un exemple de ce qu'on va avoir pour faire cette belle science qui consiste à regarder la distribution des galaxies 3D, mesurer les formes des galaxies et essayer de répondre à cette question de quel est l'univers, quelle est la nature de l'énergie noire qui fait l'expansion accélérée de l'univers. Mais quand on a fait ces belles mesures, et encore c'est vraiment un très très grand challenge d'analyser ces données,
On a de l'ordre de 500 millions fois, je ne sais plus combien. Au final, en fait, on a des centaines de millions d'images à analyser, de catalogues. Ça doit être fait avec des traitements de données très spécifiques, des traitements de données qui sont refaits à différents moments par différentes équipes pour ne pas se tromper. Quand on a fait tout ce défi, ben, il y a un autre défi qui est un défi astrophysique ou physique, qui est qu'en réalité, on se retrouve dans une situation où on est à peu près dans cette situation. Je ne sais pas si vous arrivez à reconnaître quelle est cette image. C'est l'image de la Terre. Voilà. C'est l'image de la Terre avec des villes. Et donc, en fait, ce qu'on a, nous, astrophysiciens, c'est qu'on a des points qui émettent de la lumière. Et on essaye de raconter toute l'histoire de l'univers à partir de ça. Et alors, si vous aviez ça, ok, vous connaissez la Terre, mais si vous aviez ça, essayez de me reconstruire la Terre. Où sont les continents? Où sont les mers? Est-ce que finalement, là, il y a une mer ou un océan ici, là? Il n'y a pas de lumière? Ben voilà, oui. Et c'est vraiment ça. Ce qu'on essaye de voir, c'est à travers ces images-là, qui du coup, c'est une image, là, cette fois-ci, de sites de galaxies, reconstruire la totalité de la distribution de la matière, qui est celle-ci. Ça, ce sont des simulations numériques. Hein. Donc, on a des sites de galaxies ou des galaxies, et on essaye de reconstruire. Et plus compliqué encore, nos galaxies, elles ne sont pas pareilles à tous les endroits. On a des galaxies qui forment des étoiles, et du coup qui sont un peu bleues. On a des galaxies qui ne forment plus du tout d'étoiles, qui sont complètement mortes. Ce sont des elliptiques rouges. Et donc, par exemple, si on prenait les galaxies ici, les plus lumineuses, celles qui forment le plus d'étoiles, parce que on se dit, ok, les plus lumineuses, c'est facile à voir. Voilà ce qu'on aurait. On aurait ces points rouges, et la distribution de la matière, elle est en vert. Là, c'est pareil. Hein, reconstruire la distribution de la matière ici, c'est pas possible. Donc, on a toute cette complexité qui est de relier la lumière aux galaxies et aux différentes populations de galaxies pour répondre à nos objectifs. Donc, une partie des objectifs d'Euclide, ça va être aussi de comprendre comment les galaxies se forment et comment elles se structurent, comment elles s'assemblent pour pouvoir en faire une interprétation la plus précise. Et on a commencé un peu à le faire. Donc là, je vais vous montrer quelques superbes images qui correspondent en fait aux toutes premières images qui ont été distribuées à la communauté en novembre 2023 et qui du coup vont être des jalons. Donc c'est un exemple, hein, vont être des jalons pour comprendre mieux comment les galaxies, les amas, les structures se forment et du coup pouvoir les utiliser vraiment comme traceurs statistiques pour comprendre encore plus grand l'histoire, l'évolution et l'origine de l'univers. Donc ici, vous voyez l'amas de Persée, et cette image est fantastique parce que dans ce grand champ, qui correspond à une des tuiles entières de cet amas de Persée qui a 240 millions d'années-lumière, on a dénombré 1000 galaxies membres, c'est un monstre en termes de poids, et 100 000 galaxies d'arrière-plan, donc 1000 galaxies qui appartiennent vraiment à l'amas, et on les a dénombrées parce qu'on peut calculer la distance à nous de ces galaxies et donc les associer aussi gravitationnellement, mais 100 000 galaxies d'arrière-plan qui seront utilisées pour les analyses cosmologiques, par exemple des analyses cosmologiques comme des arcs gravitationnels ou des déformations. On a commencé à regarder des galaxies irrégulières comme NGC 6822, elle est à 1,6 million d'années-lumière. Pourquoi ? Parce que c'est une galaxie naine qui est relativement semblable à ce que seront ou seraient les galaxies à grand Z, en fait, à grand décalage spectral. Les galaxies distantes qu'on va utiliser pour calculer le taux de croissance de l'univers, ce ne seront pas des belles galaxies elliptiques comme la nôtre, ce seront des galaxies comme ça, irrégulières, essentiellement naines, et il faut les comprendre, il faut en comprendre l'évolution, la nature, pour pouvoir vraiment les utiliser et ne pas confondre des effets d'évolution de population avec des effets cosmologiques. Et par exemple, cette galaxie à 11 millions d'années-lumière, une galaxie spirale en fait qui est invisible en optique parce qu'elle est derrière notre galaxie
et qu'on a observé essentiellement dans l'infrarouge, dans la bande proche de l'infrarouge de l'instrument VISE, et qui en fait va nous permettre de comprendre comment les étoiles se forment dans les galaxies. Et encore une fois, former des étoiles, ça veut dire avoir de la lumière, et cette lumière, c'est les tout petits points dont je vous parlais. Et donc, il est particulièrement important de comprendre comment les étoiles se forment pour comprendre comment les galaxies se forment, comment elles évoluent, et de nouveau, comment on peut les utiliser. Ces observations dont je vous ai montré quelques-unes, et là, il y a 5 images, les 5 premières images qui ont été livrées donc en novembre 2023, elles correspondent à 24 heures d'observation, c'est tout. Donc 24 heures d'observation d'Euclide pour 10 images exceptionnelles. Il y a eu déjà des résultats scientifiques, des articles qui ont été publiés. On a découvert, grâce à cette dizaine d'images, qui sont juste vraiment les toutes premières obtenues, des candidats planètes errantes. On a découvert des amas d'étoiles extragalactiques. On a découvert des galaxies naines très faible masse dans des amas. On a découvert des galaxies brillantes distantes, très distantes, qui commencent finalement à approcher les galaxies distantes observées avec JWST, enfin le Webb Telescope. On a découvert des amas de galaxies lointains. Et donc, clairement, Euclide est prêt pour accomplir sa mission, c'est-à-dire révéler l'univers noir, essayer de comprendre qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui fait l'accélération de l'expansion. Et je vais vous laisser sur ça, que je trouve super chouette, qui j'espère va marcher. Ah zut, je ne sais pas s'il y a Eduroam ici. Alors je vais voir si je suis... Ça charge. Je vous laisse avec ça, qui vous montre le 1% dont je parlais tout à l'heure, et qui vous permet de voir, de visualiser la qualité des images. Je ne sais pas si on peut éteindre, ce serait chouette, parce que je pense que ce serait beaucoup plus contrasté. Je vais poser. Ah, cool. Et je vous laisse apprécier. Nous sommes super excités dans Euclide parce que, alors super excités et un peu effrayés aussi, parce que la quantité de données qui va nous arriver va être faramineusement astronomique et la quantité de travail avec, mais c'est une des plus belles missions d'observation de la distribution des galaxies qu'on aura réalisée. C'est une mission européenne, c'est une mission dont l'instrument VISE est un instrument français, mené par des laboratoires français et le CNES. Et donc je pense qu'il y a de quoi être fier de nous en tant qu'Européens, de nous en tant que Français, scientifiques. Et on espère qu'on va réussir au moins à avoir des réponses aux questions qu'on se pose. Je vous invite à regarder ça chez vous, la vidéo est disponible. Sur un grand écran, c'est incroyable. On voit les zones de formation d'étoiles, c'est complètement dingue quoi. On voit des amas, on voit des arcs, c'est totalement dingue. Les zones d'obscuration ici. Agrandi 600 fois et avec toujours autant de précision et toujours autant d'objets sur les champs qu'on observe. Et voilà, je vous remercie.